Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à Marie-Odile. Bonjour André. Et on commence. Donc, l'idée première que j'ai eue pour la présente communication, c'était de venir vous parler des opéras du Metropolitan Opera, que le Metropolitan Opera de New York diffuse depuis 2006 dans les salles de cinéma. Un exemple, pour reprendre la page, et du processus de cinématisation auquel chacune des œuvres opératiques ainsi diffusées dans un cinéma près de chez vous est soumise. Un processus dont on dira d'ailleurs qu'il est susceptible de dénaturer le caractère opératique de l'œuvre originelle, c'est-à-dire l'opéra qui se joue sur les planches du Met, tel que mise en scène et mis sur scène par le metteur en scène, engagé par le Met. Dans ce cas-ci, le page. En vérité, je vous le dis, le processus de cinématisation est, je le répète, susceptible de dénaturer le caractère opératique de l'œuvre. Tout simplement parce que celui que je désigne comme un enregistreur d'opéra et qui est appelé à capter un opéra en direct pour le restituer sur un écran, peut prendre la liberté de mettre en œuvre son éventuelle virtuosité cinématographique, ajoutant ainsi de façon intempestive et incongrue une couche de sens à l'œuvre opératique. L'enregistreur d'opéra offre ainsi de façon subreptice sa propre interprétation plastique de l'œuvre opératique, imprimant par le fait même un rythme supplémentaire à l'œuvre opératique. Un rythme que Marie-Odile et moi identifierons comme un rythme extrinsèque et qui est susceptible de s'opposer au rythme que nous identifierons comme un rythme intrinsèque. Prenons un instant donc pour répondre à la question qui vous est sûrement venue à l'esprit. Qu'est-ce que la cinématisation? La réponse est assez simple. La cinématisation, c'est le passage par la moulinette du cinéma de l'opéra à transmettre. Autrement dit, c'est l'adaptation pour la salle de cinéma d'un opéra comme ceux du Metropolitan Opera de New York. La cinématisation dont nous parlons, c'est l'œuvre du metteur en images, qui est loin, et en images et en son, il faut le dire, qui est loin d'être un simple enregistreur d'opéra, comme je l'ai nommé tout à l'heure, et dont la captation est loin d'être un strict enregistrement de l'opéra qui se produit sur les planches du Met, comme le serait celui d'une caméra de surveillance. Au contraire, le dispositif de captation de ces opéras est mobilisé à grande échelle, le dispositif de captation, tant et si bien qu'il s'agit d'une opération qui transcende littéralement la simple mise en registre, ce que ferait une caméra de surveillance. Le déploiement des appareils de captation est effectué avec une maestria par une équipe de réalisation qui ne se contente pas d'être le simple témoin d'une action théâtrale et opératique. La batterie d'appareils de prise de vue et de captation sonore qui est mise à contribution ne peut faire autrement que d'augmenter le message originel d'une série d'effets qui sont étrangers au spectacle que l'on capte. Découpage de l'action dans une multitude de plans, variété des angles de prise de vue, variation scalaire allant jusqu'au close-up, mouvement de caméra, etc. Bonjour cinéma, pourrait-on dire. D'où, comme conséquence inéluctable, que l'instance qui régit la mise en image superpose sur l'œuvre de départ une interprétation plastique de second niveau, d'ordre audiovisuel. C'est en tout cas la conclusion à laquelle nous en étions venus en 2013, Philippe Marion, mon co-auteur et ami, Philippe Marion et moi-même, dans notre ouvrage « La fin du cinéma ». Ce que les metteurs en images agités et virtuoses des opéras filmés nous proposent, on est en 2013, ce n'est ni plus ni moins qu'une interprétation plastique de l'opéra d'un tel. C'est dommage de nommer un tel alors qu'il y a des Wagner et des noms comme ça derrière ce mot. Mise en scène par tel autre,
Lepage, Girard, Zeffirelli, etc. C'est leur interprétation filmique de l'interprétation scénique de l'opéra de l'auteur du livret, soit une interprétation plastique au cube. Voilà bien pourquoi, selon d'aucuns, les opéras filmés devraient, somme toute, ne relever que de la simple captation d'un spectacle sur scène. Ce qui est transmis perd donc une partie de son intégrité opératique pour verser dans le cinématographique. Il y a cinématisation. Il y a cinématisation, et je dis. En tout cas, c'est ce que je pensais et ce que je défendais bec et ongle depuis plus de 10 longues années, depuis 2013, 12, 14, jusqu'au jour où j'ai rencontré Marie-Odile, pour travailler avec elle sur un projet commun en vue de produire donc, l'un des parcours thématiques de l'encyclopédie Tecnès. Ça, c'est l'encyclopédie Tecnès, une encyclopédie en ligne faite à l'Université de Montréal par mon laboratoire de recherche. Et donc, on a travaillé ensemble sur un parcours, dont vous voyez le titre en bas, la retransmission d'opéra en salle de cinéma. Et une des parties s'appelle la cinématisation par nous deux. Je croyais dur comme fer en ma cinématisation jusqu'au jour où Marie-Odile m'a fait part de ses réflexions. Même si j'ai soutenu l'idée de la cinématisation durant l'écriture de notre parcours en question pour l'encyclopédie Tecnès, l'ancienne productrice télé en moi sentait que quelque chose clochait. Il me semblait que les transmissions en direct d'opéra du Met présentaient toutes les caractéristiques fortes de la télévision. Et donc, merci André, donc toutes les caractéristiques fortes, donc le multicaméra, le travail d'aiguillage en direct, les variétés d'angles de prise de vue, parce qu'il y a plusieurs caméras, cette impression de simultanéité et d'ubiquité, ça veut dire d'être ici et là-bas en même temps, cette intention de transparence du média derrière l'action qui est montrée, et surtout, le direct, qui est à la base de ces retransmissions en direct. D'où la nécessité de nous interroger sur la justesse et l'adéquation effective du concept même de cinématisation dans le cadre du processus de retransmission des opéras du Met. Bon, je bien sûr, vous me connaissez, ceux qui me connaissent le sauront en tout cas, offert un peu de résistance. Mais, vous me connaissez, je sais être magnanime. J'ai fini par comprendre que j'avais été aveuglé par les œillères de ma discipline d'appartenance, les études cinématographiques, et par l'institution qui accueillait ces captations, la salle de cinéma. Les études en cinéma et la salle de cinéma. Je n'avais probablement pas tort de parler de cinématisation, car cinématisation, il y avait tout de même. En partie, en tout cas. Mais il y a aussi, à côté de la cinématisation, ou plutôt au-dessus d'elle, un autre processus qui nécessitait la création d'un néologisme, que la jeune théoricienne qui est à mes côtés a forgé elle-même et dont je vais lui laisser le privilège de le prononcer ici, en première mondiale, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. La télévisation. Vous aurez compris. Merci. D'où la modification du titre. Bien là, je ne l'avais peut-être pas vu passer, je vais recommencer. Ouais. D'où la modification éventuelle du titre de notre communication. Ah oui, alors si l'environnement de réception est effectivement bel et bien le cinéma, celui de la salle de cinéma, ce sont bien les caractéristiques, vous aurez compris, de la captation et de la retransmission télévisuelle qui priment ici dans ce qu'on voit lorsqu'on va au cinéma, voir une retransmission du Met. Le dispositif de captation et de retransmission du Met en question et de d'autres depuis comprend un ensemble de 8 à 12 caméras disposées dans la salle, un camion mobile situé à l'extérieur du bâtiment, où se trouve l'équipement d'aiguillage
des images et du son, l'équipe de réalisation et de production, le dispositif d'encodage et de retransmission du signal satellite, l'équipe de production des behind the scenes, etc., etc. Donc, vous voyez ici, c'est une photo de la régie mobile réelle avec Barbara Willis-Sweet, le directeur en arrière, le producteur Peter Geld, d'une retransmission en question. Le dispositif de production qui est mis à contribution est donc un dispositif, vous le voyez, hyper médiatique, qui emprunte à la télévision ce qu'elle fait de mieux lorsqu'elle capte et retransmet en direct des événements artistiques ou sportifs. Je ne pouvais pas passer à côté. Voici un extrait du match de la finale de la FIFA 2022 où la France affronte l'Argentine. Vous voyez ici... Vous voyez ici la télévision à son paroxysme d'efficacité. Le direct et le multimédia caméra sont maximisés. D'abord, vous avez vu un plan large. Vous avez vu un plan large, la télévision qui était en attente de ce qui se passe, et puis ensuite le but, et ensuite Mbappé qui était comme triomphant. Et puis là, on voit plusieurs reprises en slow motion ou pas de différents angles qui sont possibles grâce aux multicaméras. On a vu le président français qui jubilait, le coach qui ne se peut plus, c'est extraordinaire Mbappé qui est Dieu. C'est comme si nous y étions, ou presque. Exactement, et la France qui jubile. C'est extraordinaire. C'est la télévision à son meilleur. À quoi a servi la télévision, Écile? L'important dispositif de multicaméra et de retransmission a servi à retransmettre aux téléspectateurs, celui qui n'est pas à Doha ce jour-là, ou qui n'était pas à Doha ce jour-là, l'expérience et le plaisir de son sport favori, le foot. Enfin, il pouvait voir, puis deux grandes équipes, c'est extraordinaire. Car le but premier de la télévision, ce sera toujours de répondre au plaisir immédiat du téléspectateur afin qu'il reste collé à son écran de télé, qu'il reste assis devant. Ce qui est donné à voir, par exemple le président français, ne correspond pas toujours à la ligne de l'action principale à transmettre, celle du match de foot lui-même. La fameuse télévisation fait donc appel à des codes langagiers qui ne sont pas ceux du cinéma. En télévision, on ne pense pas en termes de plan ou de montage, mais plutôt en termes de continuum d'action, d'assemblage et de juxtaposition d'images et ou de sons, de mise en page de l'écran, de répétition et d'itération. Revenons donc à nos fameuses retransmissions en direct du Met. Ce que le ciné-spectateur, celui qui est donc non le téléspectateur cette fois-ci, donc ce que le ciné-spectateur regarde sur le grand écran de sa salle de cinéma, est une copie conforme d'un format qui existe depuis les tout débuts de la télévision, qui filmait déjà de l'opéra depuis très longtemps, et qui a fini par s'institutionnaliser, par exemple, dans la série Great Performances que PBS, que certains d'entre vous connaissent. Peter Geld, le directeur général visionnaire du Met, celui qui a inventé la marque du Met Live in HD, auparavant impresario d'artistes de la musique classique, avait lui aussi, dans les années 80-90, produit quelques captations du Met pour PBS. C'est un gars de la télévision qui arrive au Met. C'est super important. Donc, c'est un gars de la télévision qui mise sur le numérique et la haute définition. En 2006, c'est tout nouveau dans le paysage numérique et il en fait un gage de qualité de l'image, de qualité de la retransmission. Il dira d'ailleurs, pour ces retransmissions, merci André, pour cette retransmission, notre optique est de les faire ressembler à un événement sportif vécu en direct. Quand même! Donc, l'opéra, sport, c'est fort. Peter Geld ne se cache pas de vouloir copier le modèle télévisuel et c'est tout naturellement qu'il engage des réalisateurs du monde de la télévision pour réaliser son projet de retransmission d'opéra en salle de cinéma, notamment Barbara Willis-Sweet,
productrice et réalisatrice canadienne d'une bonne trentaine de films, de téléfilms sur les arts de la scène. Elle est spécialisée là-dedans, incluant quelques productions pour PBS, Great Performances, On s'en sort pas. Elle réalise pour le Met et pour Peter Gelb 31 retransmissions entre 2008 et 2019. En 2008, elle met en image un Wagner, un Tristan et Isolde. Il s'agit de son deuxième Met Live in HD. Et que fait Barbara Willis-Sweet quand elle arrive au Met? Je vous le donne en mille. De la télévision. Évidemment, elle a tout ce qu'il faut pour faire de la télévision. Regardons, si vous le voulez bien, cet extrait qui nous montre comment Willis-Sweet tente de tirer le maximum de ses caméras multiples en les agrégeant, vous le verrez bientôt, dans un même écran, recourant ainsi à la technique du multiscreen. Ceci se fait dans le sport, à la télé. Pour l'opéra, ce serait une autre paire de manches. Je rappelle donc, c'est 2008. Ça fait 2 ans que le genre existe. Et finalement, on crie au scandale. Ciné-spectateurs, mélomanes et critiques opératiques surtout, sont horrifiés. Si pour montrer ses talents, elle bousille en direct un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'opéra, c'est une honte. C'est Christophe Huss qui dit ça et qui va dire autre chose bientôt, totalement différent, mais dans plusieurs années plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé au juste avec cette production-là? C'est tout simplement que Willis-Sweet n'aurait pas assez souscrit au principe de la télévisation, du moins en ce qui a trait à la retransmission des opéras, qui a déjà une tradition. Willis-Sweet impose de façon démesurée un rythme extrinsèque qui est sien au rythme intrinsèque de la mise en scène de cet opéra de Wagner. Le problème, c'est que la technique du multiscreen est un artifice qui s'affiche comme un artifice. C'est une technique qui se montre elle-même plutôt que de montrer ce qu'elle a à montrer, l'opéra lui-même. C'est une technique qui rend trop visible l'intervention de la metteuse en image sur la mise en scène de l'opéra lui-même. Ce n'est pas le niveau de transparence, donc il n'y a pas de transparence, auquel on s'attendait normalement d'un direct en télévision. C'est un peu comme, on peut faire une métaphore avec l'idiot à qui on montre la Lune qui regarde le doigt au lieu de regarder la Lune. Fait que quand on voit un spectacle comme ça, au lieu de regarder l'opéra, on regarde la mise en image de l'opéra, etc., etc. Donc, ce n'est pas donc le niveau de transparence auquel on s'attendrait normalement d'un direct en télévision. Ce n'est pas le niveau d'invisibilité du dispositif auquel on s'attendrait normalement d'un direct en télévision. D'ailleurs, dans une entrevue dans laquelle elle reconnaît ne pas avoir respecté les principes d'invisibilité qui étaient attendus d'elle, auxquels, elle devait s'astreindre donc par la production et par ce qu'elle devait faire pour les ciné-spectateurs, Willis-Sweet s'explique ainsi. Le public pense que cela se fait tout seul. Tu as quand même 8 à 12 caméras, là. Ça, c'est pas... Il faut le faire avec beaucoup d'art, mais aussi d'une manière invisible. Il s'agit d'accroître l'impact et de servir la vision du compositeur, du metteur en scène, et de rendre l'intrigue plus claire. Elle doit se mettre au service de... Et elle parle d'invisibilité, justement. On peut dire que la téléaste aura appris de ses erreurs. Ça va faire plaisir à certains ici. Et en effet, 5 ans après l'échec de Tristan und Isolde, le même critique qui vilipendait le travail de Willis-Sweet l'encense maintenant pour la réalisation d'un autre Wagner, un Parsifal, en 2013. Et il dit et il écrit
Barbara Willis-Sweet a amorcé la fusion de la scène d'opéra et de la magie de l'écran. La réalisatrice a trouvé l'équilibre entre le plan large et le détail. Le Parsifal de François Girard, le metteur en scène donc du Parsifal, est magique en salle. Il est encore plus éloquent et poétique à l'écran. C'est pas rien quand même. Donc l'écran vient de le transcender. Oui, puis je me rappelle quand on en a parlé la première fois, ici, il semble dire, lui, le critique opératique vraiment rigoureux, orthodoxe et de l'institution opératique, que vaut mieux peut-être être au cinéma qu'au Met pour cet opéra-là. Donc, il a fait quelque chose. Il s'est passé entre les deux Wagner, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qu'elle a compris. Il y a un format qui s'est défini potentiellement. Donc, Willis-Sweet aurait-elle enfin trouvé ce fameux point d'équilibre entre la mise en image et la retenue, la transparence du metteur en image? Regardons quelques instants de la scène finale de ce fameux Parsifal de Girard et Willis-Sweet. Imaginons que nous sommes le 2 mars 2013 dans une salle de cinéma et que nous assistons en direct à la transmission de ce Parsifal. Ce que l'on me transmet ici, c'est la partie finale d'un spectacle vivant qui se déroule vraiment et de façon immanente dans le monde réel des planches du fameux Opera House de New York et qui se déroule maintenant, à l'instant même où je le regarde. Contemporanéité absolue. En 2013. En 2013, le 2 mars. Il y a obligation de continuité. Au contraire de ce qui se passe dans le cas du cinéma, le dispositif de captation ne construit pas un espace spatio-temporel. Ce n'est pas un construit, c'est un donné. Cet espace spatio-temporel est imposé par le réel du spectacle vivant qui se joue à New York. La batterie de caméra ne fait que transmettre ici, dans cette salle de cinéma où je suis, un espace-temps continu qui est prélevé ailleurs, sans en interrompre le déroulement, bien entendu, comme on l'a vu avec l'exemple, au début en tout cas, de la FIFA. Autrement dit, le téléaste qui transmet les opéras du Met n'a absolument pas le loisir ni le réflexe d'interrompre la scène et de fragmenter son filmage. C'est un enregistreur d'opéra, d'une certaine manière. Il ne coupe pas dans l'action, ni dans le rythme de cette action, ce qui est tout à l'opposé de ce que fait constamment le cinéaste, qui produit du rythme par le montage des bits and pieces qu'il emmagasine au fur et à mesure de longues semaines de tournage. Le cinéaste construit morceau par morceau, plan par plan, de façon transcendante, un monde qui n'existe pas de façon immanente, du moins dans un certain type de cinéma. Un spécialiste de la télévision et du cinéma, Gilles Delaveau, explique qu'à la télévision, on commute. On passe d'une prise de vue à l'autre. On ne coupe pas, comme au cinéma, où l'on coupe pour passer d'un plan à l'autre. Autrement dit, le direct redéfinit la fonction du découpage. À la télévision, on construit non en fonction de la lisibilité d'un narratif prédéterminé, comme ce serait le cas dans un film, mais en fonction de la lisibilité de l'action et de la performance de transmission.
Ce qui fait d'ailleurs qu'il peut arriver, comme le souligne Huss d'ailleurs, le même critique du Devoir, que l'on filme parfois celui qui ne chante pas. Ou qu'on filme le président français Ouais. qui ne joue pas. Exactement. Il joue un peu, mais... OK. Il en a mis un peu, hein. Il a mis le paquet. À la télévision, on commute d'un point de vue à l'autre, sans couper, au gré de l'action en cours. Revenons maintenant, pour terminer, à la question du rythme. Il y aurait donc au départ un rythme qui serait intrinsèque au livret de l'opéra, en relation, bien entendu, avec la composition musicale. Cette relation-là peut être différente s'il y a deux auteurs différents. Pour Wagner, la plupart du temps, si j'ai bien compris, il est à la fois auteur du livret et de la composition musicale. C'est ce rythme-là, hein, originel, dont on pourrait s'autoriser à dire qu'il est intrinsèque à l'œuvre opératique originale. Viendra ensuite, au moment de la mise en scène du dit opéra, imposition par le metteur en scène d'un rythme différent du rythme intrinsèque, et que l'on pourrait s'autoriser, comme on l'a dit plus haut, à dire qu'il est extrinsèque. C'est un petit peu plus compliqué que ça, vous allez voir dans quelques instants. Donc, extrinsèque à l'œuvre opératique originale. Pour l'instant, parce que la recherche en cours est loin d'être terminée, nous irons dans le sens suivant. L'œuvre opératique originale, celle en provenance de l'auteur, donc parmi les différents niveaux de rythme, celle en provenance de l'auteur du livret et de la composition musicale, Wagner dans ce cas-ci, serait parcourue par un rythme qui sera dit intrinsèque. Et il y aurait, pour le spectacle qui est produit pour l'Opéra House, imposition par le metteur en scène, Girard dans notre cas, d'un rythme extrinsèque différent du rythme intrinsèque de l'œuvre originale. Il y aurait autant de rythmes extrinsèques pour telle ou telle œuvre qu'il y aurait de mise en scène, de production de la dite œuvre à travers l'histoire sur les planches de tel ou tel opéra house. Et il y aurait, touche finale, ensuite imposition par la metteuse en image ou le metteur en image, dans ce cas-ci c'est une metteuse en image, Sweet Willis, d'un rythme doublement extrinsèque qui risque de dénaturer les rythmes antérieurs. Voilà. Merci. Merci.